Bismillah. Le lendemain matin, il était 7h moins le quart quand Julie poussa la porte de l'agence. Elle pénétra dans le bureau et trouva Jacques assis à sa table de travail. Il avait les cheveux encore humides d'un récent passage sous la douche et l'anneau d'or qu'il portait à l'oreille scintillait sous les premiers rayons du soleil que laissait filtrer la vitre. Le détective leva sur la jeune femme un regard curieux. Il était vêtu d'un pantalon couleur kaki, fraîchement repassé, et d'un chemisier écru dont le lacet serré au cou et au poignet rehaussait la féminité. En fait, ce qui intriguait Jacques, c'était le sac à provisions, à l'évidence convenablement rempli, que Julie tenait à la main. « Vous êtes plutôt ponctuel, dit-il. »« J'ai hâte de commencer, » répliqua-t-elle aussitôt. « Pas d'impatience, Sherlock. On a tout le temps. Dites-moi d'abord ce qu'il y a dans ce sac. » La jeune femme entreprit d'en extraire le contenu et nomma chaque objet en le déposant sur le bureau de Jack. Une thermos de café chaud, un paquet de biscuits, 2 sandwichs au thon, une paire de jumelles et un gros sachet de bonbons. Les jumelles, je les ai apportées pour le cas où vous n'en auriez pas une autre paire pour moi, précisa-t-elle. J'aurais bien pris aussi quelques magazines, mais il n'y avait plus de place dans le sac. Écoutez-moi, Julie Rogers, fit Jack une fois remis de sa surprise. Il ne s'agit pas exactement d'une partie de campagne et vous n'aurez pas le temps de lire les magazines. Est-ce qu'on vous a déjà dit que, pour exercer une surveillance, on a besoin de ses yeux? Julie hocha la tête piteuse. Elle débordait de bonne volonté du désir de faire bonne impression et cet homme ne laissait passer aucune erreur. « Quelle est notre mission aujourd'hui » demanda-t-elle tout de même, bien décidée à réparer sa bévue. « D'ordinaire, on traite plusieurs affaires dans une même journée, » répondit Jack sur un ton très professionnel. « J'essaie de m'organiser de façon à réunir un maximum d'interventions. » « D'intervention » répéta la jeune femme déjà exaltée. « Quand je parle d'intervention, voire d'action, il ne s'agit pas de ce que vous voyez dans les téléfilms, » riposta ironiquement le détective. « Vous allez certainement être déçu, mais je ne me suis jamais fait tabasser et je ne porte que rarement une arme. Et quand j'en portais une tous les jours, je m'en servais jamais. Alors toujours aussi exalté. » Pour toute réponse, Julie le fusilla de regard. « Avant toute chose, reprit-il encore, et surtout avant toute intervention, je voudrais que vous lisiez quelques livres. » À la vérité, il avait dû fouiller le bureau de fond en comble pour remettre la main sur ces vieux manuels que jamais il n'avait lus lui-même et qui, somme toute, lui étaient d'une pathétique inutilité. Ces ouvrages sont d'une importance capitale pour l'apprentissage de notre métier. Il faudrait presque que vous les connaissiez par cœur. Ah bon? En voici certains qui vous fourniront quelques éléments de base, indispensables à tout enquêteur professionnel. Quant aux autres, ils sont consacrés à l'équipement matériel, fit le détective en collant la pile de livres qu'il venait de soulever de son bureau entre les bras de la jeune femme. Vous pouvez commencer à les lire dès ce matin. Moi, j'ai quelques affaires personnelles à régler. Je serai de retour vers 10h, ce qui vous fait 3 bonnes heures de lecture. Très tôt dans la matinée, Jacques avait appelé Jeter pour lui faire part de ses réticences obstinées quant à l'engagement de Julie. Elle avait pris soin néanmoins de lui éviter le récit des événements de la nuit, surtout celui du striptease au bord du lac. Le vieil homme n'avait pas cédé. Le détective en avait donc conclu que si l'oncle de Julie était inconscient des risques qu'il faisait courir à sa nièce, c'était à lui, Jacques Sloan, de les lui épargner. Cette lecture fastidieuse qui maintenait la jeune femme confinée au bureau, et Jacques l'espérait pour un bon moment, constituait le seul expédient qu'il avait trouvé, du moins provisoirement. Julie ne s'y a pas quand elle reçut dans les bras l'amoncellement des livres. Elle vint s'installer à la place que lui désignait l'homme, à l'écart de son propre bureau, sur la petite table branlante entre la cafetière et le chauffe-plat ébréché. Sans doute espérait-il également que l'inconfort joint à l'ennui de la lecture allait achever de dissuader la jeune femme. Quand il sortit de l'agence et monta dans sa voiture, il se sentit à la fois satisfait, convaincu de voir sa ruse aboutir, mais aussi un peu coupable de désamorcer ainsi tant de bonne volonté affichée. De plus, il n'avait rien de particulier à faire ce matin-là, contrairement à ce qu'il avait prétendu. Sinon, retourner se coucher. Mais après tout, c'était bien Julie la fautive, s'il avait passé une nuit blanche à penser à elle. Quand il réapparut, plusieurs heures plus tard, la jeune femme était toujours là. Jacques ne manifesta pas son étonnement, mais remarqua non sans irritation qu'elle avait pris place derrière son bureau.
Agacée, elle se dit qu'elle allait sans doute bientôt vouloir décorer les murs et apporter des plantes vertes. Elle s'entretenait tranquillement avec Jeter et le détective se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux en pensant que Julie avait dû montrer à son oncle quel genre d'ouvrage essentiel il lui avait conseillé. « Tout va bien ?» fit Jacques doucereux. « Tout va très bien, » répondit la jeune femme. « Je me suis félicité d'avoir suivi des cours de lecture rapide à la bibliothèque. »« Pardon ?»« Oui, le tas de bouquins que vous m'avez donné à lire n'est rien en comparaison de ce que j'ai dû ingurgiter là-bas. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai fini. Je vous attendais. J'ai même eu le temps de raconter à Jeter notre épopée de cette nuit, sans oublier le striptease au bord du lac, ajouta-t-elle malicieusement. Droit dans la face, Charles. Jacques resta comme pétrifié. Il n'avait pas besoin de regarder le directeur de l'agence pour savoir que celui-ci ricanait, fort amusé par la tournure que prenaient les événements. « Bon, alors on y va ?» murmura le détective. « À ce soir, mon oncle, » dit Julie en sortant du bureau. « Je t'attends pour le dîner. » Une fois dans la voiture, Jacques put constater à sa grande déception que la jeune femme n'avait rien perdu de son enthousiasme du matin. Elle était aussi toujours équipée de son sac à provisions. « Alors, quel est le programme ?» demanda-t-elle avec un ton enjoué. « Suivre une femme, » répondit le détective bougon. « Son mari est persuadé qu'elle le trompe et il a sûrement raison. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»« Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on ne peut jamais se fier aux femmes. Aïe, 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 aïe. L'une d'entre elles vous aurait-elle brisé le cœur, monsieur Sloan ? Droit dans la face, demanda Julie facétieuse. Mon cœur n'a rien à voir là-dedans. C'est ça, n'a rien à voir là-dedans. Julie Rogers. C'est l'expérience comme qui veut qu'homme et femme ne puissent se garantir fidélité. Ça fait des années qu'on me paye pour le savoir. La jeune femme attacha en silence sa ceinture de sécurité, l'amertume perceptible dans le ton qu'adoptait Jack lui passait l'envie de plaisanter. Elle n'avait pas non plus celle de se disputer sitôt avec son coéquipier. Il démarra et emprunta la rue principale qui menait dans les beaux quartiers d'Atlanta. Au bout d'un moment, il s'étonna que Julie garda obstinément le silence et se prit à penser que peut-être il s'était montré trop brusque, trop catégorique. Il la regarda du coin de l'œil. Elle avait natté ses cheveux noirs en une longue tresse qui lui descendait jusqu'en bas des reins. Jacques crut sentir encore entre ses mains le contact de ses mèches, douces comme de la soie, qu'il avait caressées la veille. Elle s'efforçait de ne pas laisser glisser son regard sur les seins qu'il avait entrevus, effleurés et... Eh bien, le détective rechignait d'ordinaire aux platitudes de la conversation courante, mais là, anxieux de trouver un dérivatif à la rêverie qui l'amenait à penser au corps de la jeune femme, il sentit l'impérieuse nécessité de se résoudre à parler, fût-ce de la pluie et du beau temps. Quand vous sortez de la voiture, commença-t-il faute de mieux, n'oubliez jamais de verrouiller la portière, il y a du matériel à l'arrière. Pourriez-vous m'en dire plus sur cette affaire ? Puis je lui dis que ces considérations pratiques n'intéressaient pas. Elle avait les yeux pétillants d'excitation et chacun de ses sourires recréait cette petite fossette au coin de la joue gauche qui invitait au baiser. Jacques se dit qu'il y avait chez elle quelque chose d'étrange. Elle paraissait tout découvrir comme pour la première fois. Il se demanda comment cette femme, que la vie n'avait pas épargnée, et qui avait traversé un divorce et subissait au quotidien la charge solitaire de 2 enfants, pouvait garder autant de fraîcheur, rester si loin de l'amertume. « Mon client n'arrive pas à surprendre son épouse, dit-il enfin. Ça fait plusieurs jours que je la file, et elle ne sort de chez elle que pour faire des courses ou se rendre à son cours de gymnastique. » Inutile de vous dire que son club de gym est exclusivement réservé aux femmes. C'est d'ailleurs là que nous allons attendre, ajouta Jack en se garant devant un complexe sportif plutôt cossu. Du sport en même temps. Autre chose, Sherlock, quand on suit quelqu'un plusieurs jours d'affilée, on doit faire attention à ne pas toujours utiliser le même véhicule. La dernière fois que j'ai filé cette femme, j'ai emprunté la voiture de votre oncle et on a encore 2 autres vieux tacos au garage, derrière l'agence. Je les prends de temps en temps. Là voilà, c'est elle, dans la BMW blanche.
Julie sortit immédiatement les jumelles de son sac. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? S'écria le détective en les lui arrachant des mains. Vous voulez que tout le pays sache que nous suivons cette femme? Et comment suis-je censé savoir à quoi elle ressemble si je ne peux pas la voir? Moi, je le sais. Ça doit vous suffire, non? Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas, monsieur Sloan? La question était tombée abrupte, incongrue. Jacques n'eut pas le loisir de balbutier une réponse. Combien de temps reste-t-elle à son cours d'habitude? Renchérit immédiatement la jeune femme. 2 heures, parfois 3. C'est rudement long pour une séance de gym. Les cours sont peut-être réservés aux femmes, reprit Julie après un silence, mais le propriétaire du centre peut très bien être un homme. Ah! Jacques demeura quelques instants immobile, sans un mot, puis il ouvrit violemment la portière. Bon sang! Des fois je n'en reviens pas d'être aussi stupide. La jeune femme l'arrêta au moment où il s'apprêtait à descendre de voiture. Restez là, moi je vais y aller. En tant que femme, j'attirerai moins l'attention, fit-elle en sortant du véhicule. Je ferai semblant de venir m'inscrire. Ah, très bien. Revenez ici, vous allez tout faire rater, lui ordonna-t-il dans un cri. Contrairement à ce que vous pensez, monsieur Sloan, je ne sors pas d'un asile pour débiles légers. La portière claqua derrière elle. Impuissant et furieux, l'homme la regarda s'éloigner en direction de l'entrée du centre sportif. Il sortit de sa poche un paquet de cigarettes et en alluma une fébrilement. Si cette fille faisait louper l'affaire, il lui tordait le cou, nièce de giteur ou pas. Il avait fumé coup sur coup une demi-douzaine de cigarettes, quand Julie réapparut à l'évidence fort satisfaite de sa présentation. Elle monta dans la voiture. Le petit ami est bien le propriétaire du club, annonça-t-elle fièrement. Quant à la femme de votre client, elle disparaît par une porte dérobée qui donne sur un escalier, et l'escalier monte au premier. Il y a un étage là-dedans? Oui, ça ne se voit pas de l'extérieur. À tout hasard, j'ai interrogé une monitrice sur les installations sportives du premier. Elle m'a répondu qu'il n'y avait que l'appartement du propriétaire. Comme par chance, cette femme est une commère. Elle m'a raconté dans le détail la vie sentimentale de son patron. Jacques pâlit. Il avait cru Julie incapable de faire un travail de privé. Il avait même pensé que par ignorance ou par maladresse, elle allait saboter le sien, et sur cette affaire en tout cas, elle l'avait dépassé d'une longueur. Cette fille était décidément pas n'importe qui, mais il n'allait certainement pas se précipiter pour le lui faire savoir. Ah, mauvais perdant. Il va falloir que vous y retourniez, fit-il froidement. Il faut que vous voyiez vous-même. La femme montait à l'étage, nous avons besoin d'un témoignage direct. La monitrice m'a donné une entrée gratuite pour demain. Je suis censé essayer les installations, répondit Julie. Alors, j'ai été comment? Ajouta-t-elle après une pause, impatiente de recueillir les félicitations de Jacques. Droit dans la face. Correct. Ah, finit-il par répondre avec un haussement d'épaule. Tu es un mauvais perdant, ça. La jeune femme comprit qu'elle l'avait vexé, qu'il était blessé de n'avoir pas découvert lui-même le fin mot de l'histoire et de s'être laissé donner une leçon par une novice. Il était pourtant rarissime qu'un détail échappât à Jack Sloan. Il avait pour seule excuse ce surcroît de travail qui avait d'ailleurs amené Jeter à recruter et le trouble dans lequel Julie le plongeait. Décidément, il ne faisait rien de bon avec cette fille à ses côtés. L'erreur qu'il venait de commettre était minime, Jacques le savait, mais il l'avait payé cher pour apprendre qu'une petite faute, une seule, pouvait se révéler fatale. « Vous avez envie de déjeuner ?» demanda l'homme à Julie quand il fut presque 1 heure. La jeune femme hocha la tête avec enthousiasme. « Oh oui, ça creuse les enquêtes, si on s'arrêtait dans une épicerie pour acheter des bonbons. »« Ne me dites pas que vous avez déjà mangé tout ce que vous avez apporté, » s'exclama Jack. « Si, répondit-elle un peu confuse. Les bonbons et les biscuits, mais je ne prends jamais 1 gramme, et puis il y a encore les sandwichs au thon. » La grimace que fit le détective lui échappa comme elle descendait de voiture pour aller se ravitailler en tablette de chocolat dans une épicerie. Quand elle revint, l'homme la dévisagea l'air amusé avant de démarrer. Ils roulèrent pendant quelques minutes avant de s'arrêter à proximité d'une pelouse, puis allèrent s'asseoir à l'une des tables disposées là pour les pique-niques.
Julie sortit de son sac un sandwich au thon qu'elle tendit à Jack. Il mordit dedans sans un mot et sans conviction. Vous n'aimez pas les sandwichs au thon, n'est-ce pas? Dit la jeune femme en croyant percevoir une grimace sur le visage du détective. Vous faites la même tête que Mickey quand je veux lui faire manger des légumes. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que le thon, répliqua-t-il boudeur. On dirait trop le sourire, ça. Si, moi, rétorqua Julie. Oh, Julie du tac au tac. Moi, vous me détestez sûrement plus que le thon. Oh, lolo. Ah, quitte provoqué. Jacques força les sourcils, mais dut admettre intérieurement qu'il était difficile de se montrer plus désagréable qu'il l'était. De toute façon, se dit-il, je n'avais pas l'intention d'être aimable avec elle. Son objectif étant de décourager la jeune femme de faire ce travail. Tous les moyens étaient bons, machiavéliques. Voulez-vous me dire de ce que ça peut vous faire que je vous aime ou pas, renchérit-il. Votre oncle est le patron de l'agence et par conséquent le mien, oui ou non? C'est vrai, répondit Julie sans se démonter. Je me disais tout bonnement que si nous devions faire équipe, il était plus sympathique de bien s'entendre, ou du moins d'essayer. Désarçonné par tant de simplicité, Jacques avala mécaniquement son sandwich sans rechigner. « Vous avez déjà été marié ?» demanda brusquement la jeune femme après un long silence. « Oui, pendant 2 ans, et ça m'a suffi. Mais là encore, qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?»« Simple curiosité. Que s'est-il passé ?»« Un divorce, voilà ce qui s'est passé. Plutôt que chez les privés, vous devriez essayer de vous faire embaucher à la CIA. Eux, au moins, apprécieraient certainement votre talent pour les questions. » Le détective n'avait pas la moindre envie de se livrer à une évocation de sa vie intime. Il confondait indiscrétion et curiosité et avait du mal à concevoir qu'on puisse manifester tellement d'intérêt pour la vie des autres, tant que les faits et gestes de ses contemporains n'affectaient pas personnellement Jack. Il lui importait peu. Honnêtement, il savait qu'il n'en avait pas toujours été ainsi, mais il s'était endurci au cours des années. « Et les enfants? Vous avez des enfants ?» demanda encore Julie, qui ne désarmait pas. « Je pensais que le sujet était clos, mais puisque vous tenez absolument à le savoir, non, je n'ai pas d'enfants. Dieu merci. Maintenant, Sherlock Holmes, si vous êtes prête, on pourrait peut-être y aller. Il faut encore que je passe à l'agence pour relever les messages. »« Je suis prête, » répondit la jeune femme en terminant à la hâte son sandwich. Certes. Elle était déçue du tour qu'avait pris la conversation, l'attirance qu'elle éprouvait pour cet homme. Elle avait tenté de la convertir en une sorte de camaraderie, en passant par le biais des confidences. Mais après tout, sans doute Jack avait-il raison. Moins un l'en saurait sur lui, mieux ce serait. De toute façon, elle était à une période de sa vie dans laquelle il lui semblait préférable de n'inscrire aucune aventure, ni avec ce détective, ni avec qui que ce fût. À l'agence, Jeter les attendait. « Alors, l'affaire Webster, tu es arrivé à coincer la femme ?» demanda-t-il à Jack. « Moi non, mais ta nièce, oui. » Le détective se livra au récit détaillé du déroulement de la filature. L'oncle de Julie se tourna en souriant vers celle-ci pour lui dire avec un clin d'œil « Ça, ma chérie, c'est du bon boulot. » Pendant les 2 jours qui suivirent, Julie et Jacques ne s'occupèrent que de conclure l'affaire Webster. La jeune femme suivit Madame Webster à l'intérieur du club de gymnastique. La vie monter à l'étage et au bout d'1 heure, redescendre en compagnie de son amant. Pour plus de sûreté, elle recueillit encore le témoignage de quelques adhérentes et dut accompagner Jack et M. Webster devant le juge pour attester l'inconduite de l'épouse. Elle savait que cette démarche était destinée à briser un mariage et en conçut tant de remords qu'elle faillit ne pas se rendre à la convocation. Mais la toute première recommandation que le détective lui avait faite revint à son esprit. Ne jamais se laisser personnellement impliquer dans une affaire. Et surtout, compléta-t-elle pour elle-même, ne jamais juger une affaire à la lumière de son cas soi. Le vendredi suivant, alors qu'il montait en voiture, Jacques vit Julie allumer une cigarette. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» s'écria-t-il. « Vous fumez maintenant ?»« Oui, » répondit calmement la jeune femme. « Vous vous rendez compte? Moi qui ne prenais jamais une gramme. J'ai grossi cette semaine, c'est à force de manger des bonbons pendant toutes ces heures d'attente. Alors j'ai pensé que fumer apportait moins de calories que les sucreries. Et puis j'ai décidé de ne fumer que pendant le travail. » « D'abord, c'est une sale habitude, répliqua l'homme.
Je suis d'accord avec toi. Et ensuite, il faut que ça vous prenne juste aujourd'hui. Il semblerait que quelque chose vous ait échappé, Sherlock, poursuivit-il avec agressivité. Moi, je n'ai pas fumé une seule cigarette depuis ce matin. Détrompez-vous, j'avais remarqué, rétorqua Julie. Vous êtes encore plus grognant que d'habitude et vous n'avez pas arrêté de vous gaver de bonbons. Si je me gave de bonbons, comme vous dites, c'est pour éviter de fumer. On ne peut pas dire que vous me facilitez la tâche. De toute façon, pensa Julie, tant qu'il faut partager un coin de ce bas monde avec Jack Sloan, la facilité n'existe pas. L'homme sortit une barre de chocolat d'un petit sachet en plastique et avec une lenteur délibérée, déplia le papier d'argent sous le regard attentif de la jeune femme. Tout aussi lentement, il dégusta le chocolat et une fois qu'il eut fini, se lécha consciencieusement et ostensiblement les doigts. Agacée, Julie alluma une cigarette et souffla à la face du détective un superbe rond de fumée, qu'elle jugea plutôt réussi venant d'une débutante. Tant que vous vous obstinerez à faire des orgies de chocolat sous mon nez, je vous en fumerai, commenta-t-elle. Fou de rage, exaspéré par le manque de nicotine, l'homme lui lança le sachet de friandises à la figure. Imperturbable, la jeune femme descendit la vitre et le jeta dehors dans le caniveau. « Pourquoi faites-vous ça ?» hurla Jack. « Parce qu'être une brute ne vous suffit apparemment pas. Il faut en plus que vous soyez un goujat. » C'est la conversation la plus ridicule que j'ai jamais eue, marmonna l'homme d'un ton morne, en mettant le moteur en marche. Et puis on a du travail, j'ai rendez-vous avec une cliente. Julie ne put qu'en convenir intérieurement. Ils étaient ridicules et se comportaient comme des enfants. Non, comme un vieux couple, ouais. Même Chip et Mickey n'auraient pas osé se conduire comme ça. Qui plus est, elle savait à quel point il était difficile d'arrêter de fumer pour ceux qui en avaient pris la décision. C'était vraisemblablement aussi ce qui expliquait l'humeur massacrante du détective. « Qui est cette cliente ?» demanda-t-elle, espérant que l'atmosphère allait se détendre. « Une femme qui m'avait engagé pour surveiller son mari encore, et à qui je dois apprendre qu'il a effectivement une liaison avec sa secrétaire, » répondit Jacques avec calme. Tout en roulant, ils continuèrent de discuter de l'affaire comme si jamais ils ne s'étaient disputés. Le détective se gara devant un restaurant. « Excusez-moi, Julie, mais je crois que ce sera moins gênant pour ma cliente si je vais lui expliquer ça tout seul, » dit-il avec gentillesse, comme s'il craignait de froisser la jeune femme. « Je comprends. » Elle observa alors qu'il pénétrait dans le restaurant et que de l'autre côté de la baie vitrée, il allait s'asseoir à la table d'une femme qui devait avoir une soixantaine d'années. Celle-ci accueillit Jacques avec le sourire, bien qu'elle fût manifestement anxieuse, puis Julie la vit se décomposer au fur et à mesure que l'homme lui parlait. Elle avait l'air sincèrement navrée. « Comment a-t-elle pris la chose ?» demanda tout de suite la jeune femme quand le détective revint près de la voiture. Il mit un long moment avant de répondre. Ouvrit tout d'abord lentement la portière, monta, palpa ses poches comme pour y chercher un paquet de cigarettes, puis se ravisa et resta assis sans bouger, l'air profondément contrarié. Il ne s'habituait pas à son rôle de messager des infortunes conjugales. Inévitablement, on lui en voulait. Il y avait pourtant des années qu'il révélait quasi quotidiennement au couple les infidélités qui allaient briser leur union. La réaction variait peu. Une fois passé le premier choc et la confirmation des soupçons, venait l'aveuglement, le déni, le refus d'affronter cette réalité qu'on avait cherché à connaître et pour laquelle on avait eu recours au service d'un privé. Ensuite, seulement arrivait l'heure de la résignation et du chagrin. « Elle est bouleversée, » dit Jacques pour finir, « après 30 ans de mariage. Mais ce n'est pas tout maintenant. Elle veut des preuves. »« Des preuves ?» répéta Julie sans comprendre. « Mais la preuve, c'est votre témoignage. »« Non, » répondit l'homme en secouant la tête. « Elle veut des photos. »« Des photos ?» s'écria la jeune femme, éberluée. « Mais comment allez-vous faire ?»« Je vais faire en sorte de me trouver au bon endroit, au bon moment, Sherlock. Voilà tout, malheureusement. » Eh bien, Sahbi, bonne chance.